Bonjour à tous et à toutes. Je suis Christophe Lancelot, responsable service financier du cabinet Bartol. Je suis très heureux de vous accueillir pour une matinale co-organisée avec Finance Innovation sur le thème des enjeux de la supply chain. La crise épidémique du Covid-19 constitue une opportunité formidable pour prendre conscience collectivement des enjeux logistiques d'approvisionnement à l'échelle globale. Tout en accélérant certains mouvements d'ores et déjà en marche, comme la digitalisation et l'e-commerce, cette période questionne en profondeur les stratégies encadrant les supply chains et les opérations, ainsi que le rôle des entreprises au sein de notre société. En effet, nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur la capacité des supply chains à continuer de servir les clients finaux dans un contexte de rupture lié aux arrêts de chaînes de production, d'augmentation des coûts de certaines matières premières et de difficultés à organiser de manière optimale les transports. Le choc subi par une immense part de la société civile au cours des derniers mois a mis en évidence l'extrême fragilité des chaînes d'approvisionnement mondialisées et les réflexions de l'après-crise devront se focaliser sur de nouvelles priorités, notamment sur comment rendre nos supply chains plus résilientes et durables à la fois. Voilà, donc ce webinaire est constitué de deux parties qui seront animées toutes deux par Monsieur Julien Dutreuil, partenaire au sein du cabinet Bartol. Dans la première partie, nous allons vous présenter des retours d'expérience sur les tendances actuelles et les nouveaux enjeux des supply chains de demain. Puis suivra une table ronde sur le thème de la résilience de la supply chain face aux incertitudes de la demande, impacts financiers et environnementaux sur la chaîne de valeur. Voilà. Concernant les questions-réponses, nous vous invitons à poser vos questions au fil de l'eau et nous y répondrons à la fin de chacune des deux parties. Voilà, donc je vais maintenant passer la main à Julien qui va vous présenter les retours d'expérience, puis animer la table ronde. Julien, à toi. Bonjour, je pense que vous m'entendez. Donc, Julien Dutreuil, je suis associé au sein du cabinet Bartol en charge de la supply chain et de la data. Par notre position dans le conseil, on a pu voir l'évolution des demandes de nos clients, des champs, des contextes et des tendances. L'idée, c'est bien de partager avec vous ces tendances aujourd'hui et les impacts, les nouveaux impacts de ces transformations de fond sur les supply chains des entreprises et sur la création de valeur, en particulier en support des résultats financiers. Déjà pour commencer, très brièvement, Bartol, qui sommes-nous? Nous sommes un cabinet de conseil en transformation spécialisé sur un choix réduit de secteurs. Donc nous travaillons sur les services, la banque, beaucoup le retail et le transport. Un cabinet de 135 consultants aujourd'hui, avec une croissance de 40% sur les 2 dernières années, plus de 200 millions par an. Nous sommes un acteur engagé, éco-responsable et engagé dans le RSE. Nous sommes labellisés Bicorp et maintenant, depuis peu, nous pouvons accompagner les entreprises dans leur processus de labellisation Bicorp. Donc, nous sommes présents sur Paris, sur Lille, avec quelques bureaux projetés aussi ailleurs en France. Donc, tout d'abord, sur ces transformations des supply chains, le premier point très important à intégrer, à comprendre, c'est le rôle du client. Le rôle du client, on a eu ces dernières années, très rapidement, une prise de pouvoir du client et on a eu un phénomène de digitalisation des parcours clients. On a commencé à le voir apparaître sur la distribution spécialisée, plutôt sur l'high-tech, le CD, le DVD, où on a vu apparaître les Cdiscount, Grosbill, PèreNoël.fr initialement également, Amazon et compagnie. Et on était sur des promesses clients, on va dire entre J+7 au début, J+4 ensuite. Ces usages et cette digitalisation, d'abord pour des précurseurs, pour des ouvreurs de marché, ça s'est progressivement, donc quand on reparle de cette période, c'était il y a une quinzaine d'années, on va dire, ça s'est progressivement généralisé sur l'intégralité des secteurs de la distribution spécialisée.
Et progressivement, en particulier par la pression des pure players et par la pression en particulier dans Amazon, on a l'intégralité de la distribution spécialisée qui a dû se défendre et qui a dû repenser totalement son mode de fonctionnement, ses parcours clients, et qui a dû digitaliser, supporter la digitalisation de ses parcours clients, avec une question, en fait, comment remettre le client au centre des attentions, au centre des processus. Le client n'a pas à comprendre, n'a pas à percevoir la complexité de l'organisation interne de l'entreprise dans son parcours d'achat ou dans son parcours, plus généralement, dans son parcours client. C'était un peu une nouveauté. Et ce phénomène s'est généralisé ensuite. Donc, sur cette distribution spécialisée, on a été jusqu'à, donc pour ma part, j'étais également, je suis un ancien d'Amazon. Et donc Amazon a standardisé, a imposé un standard qui est le J+2. Et l'a érigé vraiment en standard, donc il y a à peu près 5 ans, ou entre 7 et 5 ans, sur tous les secteurs de la distribution spécialisée. Il fallait être capable de livrer en J+2. On a les services qui s'y sont mis aussi progressivement et très rapidement. SNCF a été un des précurseurs, en tout cas a été une très grosse partie de son service commercial à basculer sur de la commande en ligne et de la livraison, de la distribution de tickets de train, d'abord postal avant qu'ils soient digitalisés. Et on a retrouvé les Uber et Booking.com et compagnie. On a tout un tas de services digitalisés qui sont arrivés. Et ensuite, on a les banques qui sont également digitalisées. À ce moment-là, on est parti, on a basculé depuis maintenant, on va dire 3 à 5 ans. On est plutôt parti sur une standardisation du J+1. Alors sur les services, c'est plus simple, mais les flux physiques ont suivi pour faire de la livraison en J+1. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se généraliser, et on a l'alimentaire, la GSA qui est en train de suivre et de s'aligner. Alors, pourquoi la GSA a basculé plus tard dans ce e-commerce et dans cette digitalisation des parcours? Alors, ils avaient commencé à faire des drives, ils avaient commencé à faire de la livraison à domicile, mais ils ont basculé très fort. On a également des pure players tels qu'un Amazon qui se sont positionnés très très fort sur la GSA, alors qu'au début, ils n'avaient pas de légitimité. Ils se sont positionnés très fort sur la GSA. Et ils ont donc poussé et généralisé, en tout cas, la projection de la GSA sur la livraison à domicile en H+. On a eu d'ailleurs, il y a quelques années, il y a à peu près 2 ans, des bruits de rapprochement entre un Amazon et un Monoprix. Donc, Amazon ne le cache pas, leur stratégie, c'est de repartir également sur des réseaux physiques avec des points de vente et de l'alimentaire. Et donc, on a une généralisation sur toutes les familles d'activités vers le H+. Forcément, un client, il est client B2C, il est client de ses enseignes dans sa vie personnelle. Quand il arrive au bureau et quand il est dans ses parcours clients professionnels, il va pas comprendre qu'on ne soit pas capable de le livrer en J+ ou en H+ sur un besoin professionnel, parce qu'il est professionnel, alors que quand il est dans sa vie privée, on est capable de le livrer en J+2, J+1 ou H+. Et donc cette culture de l'immédiateté, c'est totalement généralisé, c'est ancré dans les usages, quels que soient les parcours et quels que soient les modes de consommation. Alors, en parallèle de ça, on a la crise actuelle du Covid, qui est un accélérateur de tendance et un révélateur de la maturité, de la résilience des supply chains actuelles. Donc, la crise du Covid a créé un choc dans les modes de fonctionnement, en particulier sur le retail, donc sur les usages personnels, sur le B2C. Cette crise a profondément changé la nature des besoins. Donc, on n'a pas consommé les mêmes produits pendant le confinement
qu'avant le confinement. Par exemple, on a naturellement tout ce qui est restauration à domicile, tout le gros, le semi-gros, bah, forcément à décliner. Forcément, les volumes, les gens mangent autant, donc le volume, c'est à rebasculer sur les réseaux B2C classiques. On a eu également une accélération des ventes sur les produits dits de première nécessité, une accélération aussi sur le surgelé. Et on a eu des effets assez intéressants. On a eu des ruptures des formats de consommation classiques, par exemple la farine en 1 kg. Et on a eu du coup une bascule vers des formats semi-gros, non classiques dans la distribution traditionnelle. Et donc, les enseignes se sont mises à vendre de la farine en 3 kg ou en 5 kg, ce qui est pratiquement infaisable avant. Donc, on a eu un changement sur la nature des besoins, et on a eu également un changement sur la nature des lieux de consommation. Donc, forcément, restauration hors domicile et tous les points de consommation autour des bureaux. Mais également, on a eu un changement sur les canaux de consommation. On a eu une accélération du drive, de la livraison à domicile, du colis, et on a eu une explosion de la proximité. Tous les réseaux de proximité, forcément, dans ces temps un peu mouvementés, on a moins envie d'aller dans des très grandes surfaces, et on va plus dans des petits points de vente de proximité. On est sur une partie retail. Dans la partie industrie, la situation est loin d'être plus simple. Les mondes industriels, et souvent quand ils sont en amont dans ces chaînes de B2B sur l'agroalimentaire ou même sur d'autres modes de consommation, on a des stop and go très rapides. Donc on a des effets d'arrêt de la demande, de décroissance très rapide, et on a toujours une incertitude sur à quelle date ça va reprendre, à quelle vitesse ça va reprendre, et on a même un risque en parallèle qui est un risque de rattrapage. On le vit en ce moment, nous, avec des acteurs sur le secteur de l'aéronautique avec lesquels on travaille. L'aéronautique s'est totalement écroulée, totalement effondrée, et donc les sous-traitants, l'amont de la chaîne de rang 1 ou de rang 2, sont dans le flou. Par contre, on a des marchés sur lesquels on a une reprise, voire même un rattrapage. Sur certains marchés de la construction en aéronautique, en Allemagne, on commence à voir une activité qui reprend. La Chine sur les vols intérieurs, ça a explosé et on est sur le rattrapage. Donc la question, c'est comment on va gérer ça et comment on va gérer ces accélérations et ces freins. Et en parallèle de ça, on a un maintien du service, en tout cas du niveau de service qui doit être maintenu pendant la crise. Et donc comment faire face aux fermetures de sites, aux perturbations des opérations, absentéisme, donc absentéisme sur les opérations. Beaucoup de gens pendant la première crise en particulier, beaucoup de nos clients qui ont eu des problèmes du coup de saturation de site, avec moins d'opérationnels qui se déplaçaient pour venir travailler, et avec des champs de contraintes de plus en plus présents. Et donc, la continuité de ces opérations nécessite du coup de pouvoir adapter facilement et rapidement ces supply chains. Très rapidement, si on revient au fonctionnement même de la supply chain, à la définition même de la supply chain initialement, elle a été pensée et définie comme étant la synchronisation entre les flux physiques, donc les flux de marchandises, les flux d'informations, donc toutes les informations sur le produit, la commande, les factures, les réceptions, donc toute la chaîne d'informations, toutes les informations qui soutiennent cette chaîne d'approvisionnement, et les flux financiers. Alors ça, c'était le modèle théorique tel qu'il a été pensé, et tel qu'il est construit, et tel qu'il est enseigné. Sauf que ces flux financiers ont jamais pu prendre le pas complètement sur la supply chain physique, et la supply chain a très fréquemment a eu un focus très physique et par nécessité flux d'informations. Et à terme, en tout cas, on va voir que c'est un des leviers et c'est un des axes d'amélioration, en tout cas dans nos supply chains actuelles. Là aussi, si on parcourt de manière assez rapide, qu'est-ce qui se passe sur la supply chain? De manière plus classique, la supply chain, donc historiquement, elle va impacter directement la performance financière des entreprises. Elle va impacter d'un côté le compte de résultat, de l'autre côté le bilan. Sur la partie compte de résultat, elle va impacter les revenus par la disponibilité des produits, donc on va rater moins de ventes.
On va pouvoir lancer plus facilement mieux les nouveaux produits, donc on va pouvoir faire des ventes additionnelles et être du coup plus performant sur la partie commerciale. On a nécessairement en parallèle tout ce qui est réduction des charges d'exploitation, tout ce qui est autour de l'optimisation des coûts et de la production pour produire ce service. On a également dans la configuration des réseaux la prise en charge, la prise en compte des réalités fiscales et douanières. Qu'est-ce que j'implante, à quel endroit, comment je transfère la propriété de mes stocks. Et donc tout ça, ça se fait aussi au regard des modèles de flux. Donc là, on est sur la partie résultat, et de l'autre côté, on a toute la partie bilan, avec forcément la partie BFR sur les stocks et les cycles financiers entre créances clients et créances fournisseurs. Sur les stocks, il y a des choses aussi très intéressantes. Quand on regarde des impacts complets sur une supply chain, on regarde souvent les stocks et à travers le WACC, le coût d'immobilisation du capital en stock, et on réduit, on omet et on sous-estime très largement les autres coûts induits par ce niveau d'inventaire, qui sont la démarque et qui sont le coût de possession de portage du stock. Ce qui ne veut pas dire que le stock, il faut le réduire à zéro. Le stock, c'est un actif qui travaille, donc c'est un actif qui a une rentabilité propre. Donc il faut le piloter comme un actif. Mais tous ces coûts induits sont des coûts qui viennent se rajouter aux opérations et qui viennent se rajouter au reste du fonctionnement de l'entreprise. Donc on a également donc les immobilisations nettes à travers tout ce qui est productivité de la chaîne, que ce soit en production ou que ce soit en distribution. Amazon a ancré une pratique qui s'est généralisée depuis à peu près 5 ans. Eux, ils sont dessus depuis 15 ans. C'est considérer un entrepôt comme une usine à produire un service, avec une rentabilité, avec un pilotage de la productivité, avec donc on est sur un mode industriel et on est sur un mode où on travaille vraiment la productivité, la chasse au gaspillage, le lean, exactement comme dans une usine. Et on a du coup aussi le coût moyen du capital à travers la productivité des installations. Donc là, on est encore sur le balayage de la partie, on va dire, assez classique et assez traditionnelle, des leviers d'impact de la performance de la supply chain sur la performance financière. Ce qui est nouveau, c'est que par les 2 points qu'on a partagés tout à l'heure, qui sont donc la digitalisation des parcours et le client au centre des attentions dans un premier temps, et le deuxième point, les instabilités profondes et la crise actuelle, en fait, la supply chain multiplie en parallèle des impacts indirects, en particulier sur la promesse et l'expérience client, mais également sur l'expérience collaborateur et la fidélisation. Et donc, par ces biais-là, la supply chain est devenue, en quelque sorte, le bras armé du marketing. Pourquoi? Parce que c'est la supply chain qui porte la réalisation du service. Et on voit qu'aujourd'hui, commercialement, en fait, la part de service dans l'achat d'un produit est de plus en plus importante. Et donc, finalement, la part de livraison, de préparation unitaire, d'assurance de disponibilité, de largeur de gamme, de largeur d'offre, c'est des points structurants dans la gamme et dans l'expérience client, et c'est des points qui sont finalement portés par la supply. Donc la supply, elle va porter le service à travers une assurance de disponibilité, une promesse en délai. La promesse en délai, quand on était sur des clients assez lointains, sur des
À la limite, la promesse en délai avec quelques acteurs, c'était plus facile à gérer. On a un mouvement qui est généralisé, c'est que même l'amont des chaînes toutes les entreprises qui sont sur des parties de production commencent également à faire de la distribution en propre, de leur propre marque. Et donc, du coup, quand on bascule du B2B vers le B2C, et ben, du coup, on a une promesse en délai vers un client final. Et dès qu'on a un incident de production de délai, on a, c'est pas 5 clients ou 10 clients ou 20 clients qui se mettent à appeler le service client, c'est 10 000 clients qui envoient un mail pour dire où est ma commande. Donc la pression du client est beaucoup plus forte et le respect de la promesse est un prérequis et doit être totalement maîtrisé. Donc la supply chain porte la fiabilité et le respect de cette promesse. On a un autre axe qui se développe très fort et qui va encore accélérer, qui est la partie RSE, donc environnementale, avec les impacts CO2, déchets, recyclage. On a également donc des impacts sociaux, des impacts locaux, relocalisation, création de valeur locale, etc. De l'achat responsable, on reviendra sur ces sujets par la suite. Et la supply chain porte un aspect important sur le prix pour le client final, en multipliant ses services, ses préparations unitaires, ses livraisons unitaires. La supply chain porte une partie largement accrue des coûts des opérations. Et du coup, le grand enjeu de la supply, c'est comment positionner, comment être au bon prix, tout en maîtrisant ses coûts. Et donc, du coup, en maintenant, en étant capable de maintenir la marge, malgré ces changements d'usage et de besoin. Alors, la supply chain, du coup, dans ces environnements, elle doit s'ajuster à un changement de paradigme. Pendant très longtemps, historiquement, les supply chains, elles faisaient deux choses. Elles cherchaient à rationaliser les gammes et massifier les flux. Je n'arcille nécessairement, mais c'était un petit peu les réflexes. On l'a vu, en fait, on est rentré dans un monde qu'on qualifie aujourd'hui de VUCA. Le monde, il est volatile. On a des évolutions très rapides des tendances. Par exemple, cette digitalisation des parcours clients et le e-commerce, ça s'est généralisé excessivement vite au sens de la transformation des entreprises. On a d'autres transformations qui sont en route et qui vont accélérer autour de la robotisation, l'automatisation des gestes métiers et toutes ces choses-là. Donc, le monde, il est volatile, il est incertain. On a du mal à savoir à chaque instant où on est et comment on est, et il est complexe. On a des facteurs de décision qui se sont multipliés. Donc, faire un choix devient de plus en plus compliqué et nécessite d'avoir un éclairage très très large. Et il est ambigu parce que, en fait, un événement à un instant, le sens d'un événement et son impact commence à être plus difficile, en tout cas, à prévoir et anticiper dans la durée. Une des réponses à ce changement de paradigme, il vient de l'industrie, en fait. C'est le renforcement de tout ce qui est autour du pilotage. Je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on a un de nos intervenants qui nous en parlera. Mais en gros, comment on arrive à assurer, la visibilité de bout en bout au niveau des opérations, comment on arrive à améliorer la planification transverse et la prise de décision rapide entre les entités, et comment on arrive à travailler une replanification continue pour s'assurer d'avoir toujours le bon plan, la bonne vision et d'être toujours sur la bonne trajectoire. Si on bascule maintenant sur les tendances actuelles de ces nouvelles supply chains, en fait, on a un environnement du coup qui est beaucoup plus mouvant et beaucoup plus incertain. Ce qui est intéressant par notre position dans le conseil, on voit donc évoluer les demandes des clients, les interrogations, les missions et par les discussions qu'on peut avoir. Donc on voit différents sujets qui ressortent et qui sont en train d'émerger et en train de se généraliser. Donc le premier sujet, en haut, la planification des flux.
dont le SNOP dont on va parler, qui est en train de devenir une brique nécessaire dans la planification globale des entreprises, qui demande une montée en maturité progressive et qui demande du coup des compétences comme de la planification, de la prévision, de la data qui s'appuie sur un IT robuste, qui intègre pas mal de choses. Derrière, on a deux natures de flux différentes qui vont induire deux comportements différents. On a d'un côté la partie des flux concentrés, volumineux et stables. Ce qu'on va retrouver sur du grand import, principalement, sur des flux retail stabilisés, volumineux, maîtrisés. On va retrouver ça dans la distribution, on le retrouve beaucoup. On le retrouve dans la GSA, on a par exemple tous les entrepôts cross-dock qui vont alimenter, donc toutes les plateformes qui vont alimenter les hyper. Ou de toute façon, tu as toute la grande distribution. Donc tout ce qui est non stocké et qui va juste traverser l'entrepôt, tous les produits frais, etc. On le retrouve également sur des parties grand import. On va le retrouver par exemple en Decathlon en Europe. Les flux d'import, c'est de l'ordre de 100 000 containers par an qui arrivent de partout dans le monde. Dont une partie qui sont dans des cartons qui sont sur des tailles standards, donc maîtrisées. On a Leroy Merlin qui est en train de travailler exactement sur les mêmes flux, sur les mêmes systèmes. Là-dessus, on a un mouvement global qui est très important d'investissement. Donc là, on a des investissements en CAPEX autour d'une automatisation. C'est en gros, jusqu'à il y a 2 ans ou 3 ans, on avait, quand on parlait d'automatisation en logistique, on parlait de gros automates géants, transstockers. En gros, c'était la machine qui faisait tout, une machine-usine. Aujourd'hui, ce dogme est tombé. On est parti sur des systèmes beaucoup plus flexibles. On est parti sur une automatisation, une robotique mobile, avec plutôt une multiplication de petits robots qui font des tâches simples et avec, en gros, une redondance dans les systèmes. Si on a un robot qui tombe en panne, le système, il n'est pas immobilisé et on est capable de reprendre la main sur le système et on peut continuer à le faire fonctionner. Et donc, on va retrouver des systèmes exotech qui vont stocker dans des espèces d'automates qui sont qu'on peut modifier de manière très facile. On va retrouver les robots étagères. On a Scalog, Geek Plus qui font des robots étagères, comme a basculé en fait Amazon sur du stockage en étagère mobile. On a également tout ce qui est transpalette autonome. Et donc là, on a une logique de capexisation. On va investir sur la préparation unitaire. On estime que la partie automatisation coûte à peu près 30% moins cher que la multiplication des humains et elle est beaucoup plus flexible. Mais pour ça, il faut qu'on soit sur des flux stables. On a l'autre question sur les flux instables, volatiles, très incertains, où là, on est plutôt sur de l'externalisation de la logistique, donc externalisation logistique et de la flexibilité. En gros, on est prêt à OPEXiser, on est prêt à payer plus cher pour pouvoir maintenir notre flexibilité. Et c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui. Les grands donneurs d'ordre, par rapport à leurs fournisseurs logisticiens, ces grands donneurs d'ordre ne sont plus capables, comme avant, de s'engager sur des baux à 9 ans. Aujourd'hui, les flux sont tellement instables que on prend pas, sauf si on est sur des flux maîtrisés, qu'on va robotiser, qu'on maîtrise totalement la situation. Et dans ce cas-là, on peut prendre possession des lieux, on stabilise le site, etc. Sinon, on est plutôt sur l'optique inverse de flexibilité et de s'engager le moins possible. Et on a un nouveau mouvement qui va arriver entre les deux, qui est cette boîte jaune. En gros, on a une nouvelle famille de solutions qui sont en train d'arriver, qui vont arriver. Là encore, Amazon est précurseur. Amazon a travaillé, en fait, à finalement inventer un principe. Amazon, leurs entrepôts étaient très performants. Ils ont du coup
proposer d'abord à leurs clients en place de marché d'héberger leur stock. Donc, ils ont hébergé les stocks pour des tiers en place de marché. Et ils ont ensuite été, du coup, opérer ces stocks et ils ont ensuite ouvert ces offres pour ouvrir également des offres à d'autres fournisseurs de donneurs d'ordre qui vendaient également sur du e-commerce. Et donc, finalement, ils ont inventé un modèle de variabilisation totale des coûts. Et en fait, quand on stocke chez Amazon, on va payer au mètre cube stocké par mois et on va payer au mouvement de stock. Et donc, ils ont inventé en fait la LAS, la Logistic as a Service. Et donc, on est sur une flexibilisation, une OPEXisation à 100% de sa logistique. Et ce nouveau monde mouvant, contraint et incertain, il crée aussi des opportunités. Et on voit aussi apparaître des nouveaux business models sur lesquels on travaille, des entreprises nouvelles qui travaillent uniquement, pratiquement sans capex, sans assets, uniquement sur des fonctions variabilisées, opexisées. On a par exemple un acteur qui fait des chaussures de sport qui s'appelle, zut, son nom m'échappe, ça va me revenir, qui fait près de 2 millions de paires par an, qui en gros porte très peu de stock parce qu'il vend sur des réseaux de grossistes, qui externalise toute sa logistique, toute sa supply, qui fait que du pilotage et qui est focalisé sur son cœur de métier, qui est la conception des chaussures. Et du coup, ils ont une visibilité quasi mondiale. C'est Veja. Déjà, ils ont une visibilité quasi mondiale, pratiquement sans assets et pratiquement sans investissement. Et donc, pour supporter ces nouveaux modes de fonctionnement, on a deux activités. On a la reconfiguration du réseau logistique. Donc, comment j'arrive à reconstruire, à projeter mon fonctionnement, mes besoins, localisation des entrepôts, mes flux, etc. Et comment j'arrive à le faire rapidement par rapport à l'évolution de la nature de ma demande et de la localisation de ma demande. Et le deuxième, qui est dans cette optimisation, comment je tiens compte de ces nouveaux prérequis, en particulier des prérequis RSE. Et on a deux autres points qui sont très importants et de plus importants dans les supply chains, qui sont l'intégration des flux retour. Et à terme, quelque chose qui est en train de se structurer, qui est autour de la deuxième vie des produits. On a de plus en plus d'acteurs qui sont partie prenante, voire qui en font, qui sont très en avance là-dessus. On a certains acteurs du textile qui travaillent sur la location de vêtements ou sur la reprise pour la revente de vêtements, voire sur la reprise, enfin la récupération et la réparation des vêtements pour ensuite aller les repartager, enfin les relivrer au même client. On a des acteurs sur des équipements de la maison, comme des Fnac Darty, par exemple, qui travaillent beaucoup sur du SAV, qui sont également sur ces réseaux de réparation, ces réseaux de deuxième vie de produits. On a également de la location, par exemple, chez Decathlon sur le sport, sur la location de vélos, sur la location d'équipements extérieurs, etc. Donc voilà, donc comment on arrive à intégrer ça dans de nouveaux usages et comment la supply chain, qui est une supply chain de distribution, devient également une supply chain de reprise et de redistribution. Hop. Pour finir, du coup, sur les schémas directeurs logistiques et du coup la capacité à reconfigurer rapidement ces réseaux logistiques. Là, c'est un petit exemple. L'intégration, en fait, cette localisation logistique, cette optimisation logistique, en fait, elle devient complexe. C'est pas une optimisation, c'est l'identification de points de fonctionnement multidimensionnels. Et donc, on est dans une logique d'arbitrage. L'arbitrage entre des coûts directs qui peuvent être maîtrisés, comme les coûts de transport, les coûts de passage sur les sites, on a d'autres coûts induits liés au stock avec les coûts de possession du stock, mais également la dépréciation et tout ce qu'on a identifié tout à l'heure.
On a l'assurance d'un niveau de service, on a des impacts CO2, on a des impacts sociétaux sur l'emplacement, la localisation des, euh, euh, des entités, sur de l'amont comme sur de l'aval. Donc la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on est capable d'anticiper, de projeter, d'éclairer ses choix. Donc là, on a un exemple qu'on a pu faire pour un client de reconfiguration de son réseau logistique. Initialement, la première mission, c'était une mission de reconfiguration du réseau logistique. On a refait des cartographies, des rattachements, des magasins, des entrepôts régionaux de distribution des magasins, en repensant tout le réseau de distribution, en assurant des délais, des délais de distribution, la carte en haut à droite. Euh, En gros, c'est une carte, plus la couleur est verte, plus on est capable de livrer, ça doit être du J plus 0,5 en vert. Quand on est en rouge, c'est qu'on est au-delà d'un J plus, ça doit être un J plus 3 en rouge. Et la question, c'est comment mailler le territoire européen en assurant une promesse, donc un délai de relivraison le plus rapide possible sur la totalité ou la quasi-totalité des magasins ou des clients, avec derrière des impacts sur les processus de pilotage et sur des projets. Donc on est sur une optimisation et pour la petite histoire, cette mission ensuite elle a donné lieu à d'autres missions, dont une mission où on est en train d'être capable de rejouer ces cartographies dans le temps de manière à pouvoir initier cette replanification régulière et l'alimentation, la réalimentation de ce modèle. J'en ai fini pour la partie d'ouverture et de partage de tendances et de valorisation actuelle. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on bascule plutôt donc sur notre table ronde. Je ne sais pas si tous les participants de la table ronde sont bien présents. Donc, autour de cette table ronde, on a donc quatre intervenants. Donc, on a Georges Dib qui représente Euler Hermès et qui est économiste et qui va nous parler d'une étude très intéressante qu'ils ont produit ces derniers temps. Donc, on a Rémi Lequette de l'AFR-SCM qui va nous parler du coup de la supply chain et des besoins supply chain et du coup de ses besoins de planification. Olivier Guillot qui va nous parler donc de Smart Global Governance, qui va nous parler de la conformité et de la préparation de la conformité comme axe de différenciation. Et Jérôme Verdiel de ABCSR qui va nous parler du coup de RSE et des nouveaux enjeux autour du RSE. Alors, hop. Donc, Georges, du coup, déjà, est-ce que vous pouvez du coup nous présenter brièvement donc Euler Hermès et donc nous parler un petit peu du coup de cette étude que vous avez produite, cette étude sur la supply chain liée à la situation actuelle et on a pu échanger un petit peu avant. C'est quelque chose qui est absolument passionnant et je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut absolument partager. Georges? Oui, avec plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Alors, merci d'abord pour votre invitation. Donc oui, je suis économiste chez Euler Hermès. Alors pour un peu de contexte, Euler Hermès c'est le leader mondial de l'assurance crédit. Voilà, donc ici on a un slide qui présente Euler Hermès en France. Donc Euler Hermès très brièvement, donc le leader mondial de l'assurance crédit, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. En France, c'est 459 millions de chiffre d'affaires. Le cœur de métier, c'est l'assurance crédit, l'assurance crédit moyen terme, la caution et l'assurance fraude. Ça fait plus de 100 ans que Euler Hermès a cette expertise. Et nous avons 55% de part de marché français. Alors, pourquoi nous intéressons aux supply chains, aux chaînes d'approvisionnement, au commerce, puisque justement,
l'Hermès est très présent dans ce type d'assurance, dans ce type de sécurisation de transactions B2B. Et donc, nous avons non seulement cette expertise assurance, mais nous avons aussi un département d'études économiques qui est là pour produire des études pour éclairer les décisions en interne et pour éclairer les décisions de nos clients. Et donc, c'est ce que nous avons voulu faire cette année. Alors, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la crise Covid-19 a perturbé évidemment les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale et elle a remis un peu sur le devant de la scène des concepts de résilience, de relocalisation, dont on a beaucoup parlé, notamment dans les milieux de politique publique. Alors, de notre côté, chez l'Hermès, on s'est dit, certes, on entend beaucoup ces termes dans les médias, chez les politiques, mais quid des entreprises? Qu'est-ce que les entreprises en pensent vraiment? Donc, on a décidé de mener une enquête afin de déterminer comment l'épidémie a poussé les entreprises à repenser leur stratégie en matière de chaîne d'approvisionnement. Donc, on a interrogé plus de 1200 entreprises américaines, britanniques, françaises, allemandes et italiennes qui évoluent dans des secteurs divers. Donc, on a eu technologie, télécommunications, machines et équipements, chimie, énergie, automobile et agroalimentaire. Et donc, on a analysé pour la première fois, en fait, la façon dont cette épidémie pouvait avoir affecté les chaînes logistiques des entreprises et les mesures qui ont été prises pour les rendre plus résilientes face au choc. Donc, l'enquête a été menée entre mi-octobre et début novembre via un questionnaire en ligne. Donc, voilà vraiment le début du questionnement. C'est on a une crise sans précédent. On a énormément de réactions à la fois médiatiques, politiques, et donc on voulait savoir qu'est-ce que les entreprises en pensaient et qu'est-ce que les entreprises avaient planifié pour la suite. Donc, commençons par le premier message, c'est que les professionnels de ce secteur, donc tous ceux qui ont fait en sorte d'interroger des personnes qui à chaque fois avaient un pouvoir décisionnel sur les supply chains, on a eu 94% de répondants qui estiment que la crise Covid a perturbé leur chaîne de valeur. Alors, jusqu'ici, rien de très original. On sait que c'est une des crises les plus importantes, voire la plus importante depuis presque une centaine d'années, ou en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale pour la France. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, à part ces 94%, on voit qu'une entreprise sur 5 interrogée signale que sa chaîne de valeur a été fortement perturbée par la crise Covid-19. Alors, on essaie de voir un peu est-ce qu'il y a une différence entre les pays. Ici, on voit que les entreprises américaines se distinguent puisque 26% d'entre elles ont fait état d'une perturbation grave, contre 17% en moyenne pour les autres entreprises. Et pour les secteurs, c'est à peu près 25% des entreprises des secteurs des machines et équipements, technologies et télécommunications et énergie. Donc, ce sont ces secteurs qui ont été les plus sévèrement disruptés ou les plus sévèrement, dont le choc a été le plus sévère d'après notre enquête. Alors, quelles mesures, quelles réponses pour faire face à ce choc? C'est vraiment ce qu'on a voulu regarder. Que font les entreprises face à ce choc dans l'immédiat? Alors, la première réponse qui est apparue assez clairement dans notre enquête, c'est le hedging, disons, la stratégie de couverture du risque, qui est citée par un répondant sur deux. 52% des entreprises disent qu'elles se sont attelées à augmenter, à améliorer leur stratégie de couverture du risque via des assurances, via une meilleure gestion des chocs, via une recherche de solutions alternatives d'approvisionnement d'urgence, disons, à activer en cas de besoin. On voit aussi que 46% des entreprises, ce que vous voyez à gauche de la slide, se sont attelées à mieux comprendre, mieux gérer, mieux suivre en fait leur chaîne d'approvisionnement. Donc en fait, le suivi, le monitoring, la surveillance de la supply chain est quelque chose qui a été cité systématiquement par presque un répondant sur deux comme quelque chose une réponse immédiate face à la crise. Alors, on a une série d'autres réponses qu'on a pu avoir aussi comme réponse à cette question, pardon. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que l'audit ESG, disons, le renforcement du contrôle du respect des critères ESG par leurs fournisseurs est aussi quelque chose qui apparaît dans notre enquête, comme si voilà la crise Covid avait un peu accéléré cette transition vers le respect des critères ESG pour une meilleure résilience des
des chaînes d'approvisionnement. Donc vraiment, ça c'est vraiment le premier message clé. Évidemment, le message étant que la disruption ou le choc a été massif sur presque tous les répondants. Mais le premier message, outre celui-ci, c'est les réponses ont été multiples. Et la réponse principale a été la stratégie de couverture du risque, mais elle a été aussi suivie de multiples autres réponses. Pour terminer sur cette notion de réponse et de réponse multiple, il y a quelque chose de très intéressant qu'on a vu sur l'étude, que notre enquête a permis de déceler, c'est en quoi la digitalisation, le niveau de digitalisation des entreprises a eu un impact sur cette stratégie de réponse. Alors, on a demandé dans notre enquête, qui se fait assez traditionnellement dans les enquêtes, puisqu'on ne peut pas de manière objective déterminer la digitalisation d'une entreprise, c'est quelque chose qui est protéiforme, qui a de nombreuses facettes. On a essayé de poser des questions, enfin poser une question en particulier pour déterminer de manière un peu subjective ou déclarative, disons, le niveau de digitalisation des activités d'une entreprise. Donc, on pose la question aux entreprises, quelles sont les activités digitales que vous conduisez au jour le jour. On en avait un total de 8. Ça va de l'utilisation de logiciels simples de collaboration entre employés jusqu'à l'utilisation du big data, l'intelligence artificielle dans les opérations, le cloud, etc. Et donc, les entreprises avaient le choix de cocher toutes ces activités. Et c'est très intéressant. Donc, on trouve une corrélation assez forte entre le niveau, la part des entreprises, qui ont pris des mesures fortes pour réduire le risque ou pour répondre à cette crise du Covid-19, et la part des entreprises qui sont digitalisées. Donc, en fait, plus l'entreprise déclare être digitalisée, et plus elle va prendre de mesures pour réduire le risque immédiat et pour réduire le choc de la crise Covid. Donc c'est très intéressant. Évidemment, on ne peut pas conclure directement à une causalité, mais la corrélation qui ressort de notre enquête est intéressante. Donc vous le voyez sur le graphique à droite, systématiquement dans les différentes options qui s'offraient aux entreprises, donc hedging, meilleure compréhension, meilleur suivi, changement de localisation de la production, etc., augmentation de la due diligence ESG, systématiquement, les entreprises les plus digitalisées avaient tendance à choisir un plus grand nombre de mesures pour amoindrir le choc. Donc voilà pour vraiment ces premiers messages. C'est premièrement une disruption pratiquement qui a touché presque toutes les entreprises de notre enquête, 94%. Deuxièmement, des stratégies de multiples réponses, mais avec une stratégie de couverture de risque qui est celle qui est la plus populaire. Et troisièmement, le troisième message, c'est vraiment la digitalisation semble être un avantage. Plus l'entreprise est digitalisée et mieux elle a su répondre à cette crise sur les chaînes d'approvisionnement. Merci Georges pour ces éclairages, ce premier éclairage et ce premier apprentissage entre la capacité à réagir et la digitalisation. Donc on va passer du coup en fait à Rémi Lequette de l'AFR-SCM. Rémi, déjà, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes... Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci. Alors, je suis désolé, par contre, ma caméra apparemment n'a pas voulu se mettre en route. Merci Julien, donc et merci pour cette invitation et merci pour cette introduction à la supply chain qui va faciliter beaucoup ma présentation de l'association. Donc AFR-SCM, je ne sais pas si vous avez le slide. Oui, tout à fait. Hop. Merci. Donc, association francophone de supply chain management. Alors, francophone, mais malheureusement, j'ai utilisé beaucoup de termes anglais puisque le supply chain management, la langue, c'est l'anglais dans la globalisation. Donc, c'est une association qui a pratiquement créé en 91, donc il y a pratiquement 30 ans, dont la racine, c'est les certifications en supply chain management. Et j'insiste sur management, hein, et comme Julien l'a bien expliqué, c'est la partie gestion des flux, planification, gestion des flux. Et nos valeurs, c'est le partage des savoirs, la mise en réseau, l'innovation pour la performance et la croissance.
Donc, qu'est-ce qu'on offre à nos adhérents? C'est des privilèges. Donc, c'est qui les adhérents chez nous? Les adhérents, ce sont des individuels, des professionnels ou des étudiants, des enseignants dans le supply chain management. Ce sont des entreprises, alors aussi bien des entreprises multinationales que beaucoup de PME et de TI. Ce sont aussi ce que nous appelons des partenaires. Alors nos partenaires, c'est des écoles et des universités qui enseignent le supply chain management, aussi bien écoles d'ingénieurs que des écoles de commerce. Ce sont des cabinets de conseil et ce sont des éditeurs de logiciels et des associations, d'autres associations dans d'autres domaines avec qui nous entretenons des collaborations, par exemple des associations d'anciens élèves qui s'intéressent au supply chain. Alors, qu'est-ce que notre mission? C'est deux missions. Donc, apporter en France les innovations, les bonnes pratiques internationales et promouvoir les certifications internationales aussi pour élever le niveau en supply chain, particulièrement, je reviendrai là-dessus, pour nous, c'est un facteur fondamental de la compétitivité et de la valeur, et qui n'est pas assez, c'est un levier qui n'est pas assez exploité dans les PME. Très bien, merci. Et je rajouterais même que même pour des entreprises qui n'ont pas de flux physique, avec des formations supply chain, au même titre que du lean, peuvent commencer à devenir des standards, que ce soit pour gérer un centre de services partagé ou que ce soit pour gérer globalement d'autres systèmes. Comment vous percevez du coup l'évolution des besoins et comment du coup comment vous voyez d'un point de vue formation l'évolution de ces besoins sur cette supply chain? Alors, je ne sais pas si vous avez le slide suivant. Qu'est-ce que… Hop. Ah oui, alors bon, ça c'est un exemple alors, ce qu'on apporte avant de répondre à votre question, Julien, juste ce qu'on apporte à nos adhérents, on a dit, c'est on a beaucoup de lieux d'échange, d'accès à des conférences, on organise des congrès, quelque chose auquel on tient beaucoup, qu'on fait en association avec la Direction générale des entreprises et l'Initiative des territoires d'industrie, c'est un tour de France pour sensibiliser les entreprises aux enjeux économiques en supply chain management, et on utilise pour ça, donc j'en parlerai plus tard, parmi les innovations qu'on a apportées en France, c'est les serious games, c'est-à-dire une manière d'apprendre en complément de l'apprentissage par certification en école, par formation, apprendre en essayant, en jouant avec des jeux. Alors on appelle ça des jeux serious games, des jeux sérieux, hein. C'est un oxymoron, c'est très sérieux, c'est-à-dire que quand vous jouez, la seule chose qui est pas sérieuse, c'est que si vous vous plantez, c'est pas grave, mais vous apprenez la collaboration, vous apprenez les impacts de vos décisions sur les supply chain et sur la performance de l'entreprise. Et dans chaque région, on travaille avec soit les chefs d'entreprise, les communes, les écoles, les associations professionnelles, les chambres de commerce, les agences de l'emploi. Donc c'est un travail de fond aussi, comme c'est des métiers supply chain importants et qui sont en tension, aider aussi la reconversion des gens vers ces métiers et la supply chain, comme l'a dit Georges, c'est très important l'aspect numérique. Et pour les PME, c'est encore plus difficile d'arriver à rentrer dans cette partie numérique de la supply chain. Alors, pour répondre à votre question, je ne sais pas si vous avez mis tout de suite le slide suivant. Oui. Merci. Alors bon, il est peut-être un peu touffu, mais ça représente un peu l'historique des bonnes pratiques que nous avons promu. Et en fait, ce que je commencerai par dire, en fait, c'est que on avait fait un congrès l'année dernière sur le thème une supply chain responsable et profitable. Et on avait un invité de la BNP, donc d'une banque responsable du transaction banking, et qui avait dit la supply chain, c'est la ligne de vie des entreprises. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la première raison de mortalité des PME, c'est le fonds de roulement, c'est le cash. Et comme vous l'avez très bien expliqué, Julien, c'est très fortement lié à la supply chain. Et ce qui est important, c'est que c'est un sujet transverse, c'est-à-dire que c'est un sujet de planification transverse, puisque derrière, par exemple, le stock, hein, qui est un composant important de ce fonds de roulement, il y a un aspect commercial, puisque le stock assure le service. Il y a un aspect opérationnel, parce que le stock est lié, par exemple, à la taille de l'eau qu'on produit, à d'autres décisions opérationnelles. Et il y a un aspect financier, puisqu'il faut financer ce stock. Et si les trois acteurs ne se mettent pas ensemble, partagent pas un langage ensemble et ne voient pas
les besoins des autres et ils vont pas trouver le bon compromis. Et le lieu de ce compromis, c'est, comme vous l'avez dit, c'est le Sales Operation Planning, c'est-à-dire c'est le processus de planification commun, d'équilibrage de la demande et des supplies, enfin ce qu'on appelle le plan industriel et commercial en français. Donc, nous, ce qu'on a introduit, en fait, l'origine de l'association, c'était le cœur, c'est les bonnes pratiques, les certifications de l'APIX, qui est une association américaine et qui est devenue l'ASCM, Association pour Supply Chain Management, qui promettait ces certifications. Mais après, on a introduit aussi en France de nouvelles méthodes, de nouveaux paradigmes pour compléter ces approches. Donc, à gauche, la partie demande driven, on a été vraiment le leader en France avec nos partenaires pour toutes ces certifications, une nouvelle approche tirée par la demande, de synchroniser les flux de façon plus efficace et très important, ce qui est lié au stock, la généralisation du stock pour faire face à la volatilité, pour être réactif, c'est la notion de buffer. C'est-à-dire, ça peut être un buffer de stock, c'est un buffer physique, ça peut être un buffer de capacité, ça peut être un buffer de temps ou même un buffer de compétences. Si on a des gens qui ont plusieurs compétences, on saura mieux réagir en les redéployant. Et de l'autre côté, c'est l'approche des jeux. Les serious games, c'est développer aussi une bonne intuition. C'est-à-dire que les gens pourront réagir plus rapidement, de production plus vite, s'ils ont une bonne intuition de l'impact global. Et maintenant, nous, on se développe sur les aspects supply chain et finance, supply chain et RSE, et aussi grâce à ces jeux. Donc, on a des jeux pour voir l'impact des décisions sur le fond de roulement, et aussi un des derniers jeux qui est introduit, The Blue Connection, c'est un jeu pour stimuler une économie circulaire. Et on s'associe avec des associations pour développer ces formations que l'on après diffuse avec nos partenaires pour mieux maîtriser ces aspects. Très bien, merci. Est-ce que Olivier nous entend? Olivier Guillot, votre micro est coupé. Donnez-moi. Oui, tout à fait, je vous entends. Très bien, on vous entend. Donc Olivier Guillot, Smart Global Governance. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du coup sur Smart Global Governance? Oui, bien sûr. Produits que vous proposez, du coup, l'impact des nouveaux cadres réglementaires par rapport à ces relations clients-fournisseurs. Oui, tout à fait. Donc en fait, Smart Global Governance, on est une entreprise française. Notre métier, en fait, c'est de digitaliser les conformités. Aujourd'hui, on intervient à différents niveaux, à la fois dans la préparation de la conformité et puis dans son contrôle. Dans le cadre du contrôle, eh bien, on intervient dans une logique de VRM. Donc, en fait, le vendor risk management, on est de plus en plus sollicité sur le sujet, puisqu'en fait, on le voit avec à la fois le Brexit ou le Covid-19, il y a une vraie perturbation et une instabilité de la chaîne logistique. Et nos clients se posent la question de comment faire pour éviter les ruptures et introduire de l'agilité, à la fois de leur propre côté, donc pour leur propre sourcing, puisqu'ils doivent faire entrer et sortir de plus en plus de fournisseurs, et puis également eux-mêmes en tant que fournisseurs pour prouver leur conformité auprès de leurs propres clients. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis en place une technologie qui permet de bénéficier de gains de productivité assez énormes, hein, puisqu'on parle de variables entre 25 à 75%. Et donc la technologie permet d'une part de digitaliser les questionnaires, donc sous forme de questionnaires multi-conformité. On parle à la fois de questionnaires financiers, de questionnaires data privacy, de questionnaires liés à la sécurité informatique, par exemple. Donc la possibilité de compléter en fait ces questionnaires. Et ensuite de les adresser de manière automatique aux On vous entend. Vous m'entendez? Je suis désolé, j'ai un problème de connexion Internet. Et donc de les adresser de manière automatique
Je pense qu'Olivier Guillot a été coupé. S'il ne se reconnecte pas dans les quelques minutes, je vous propose de passer à la question suivante et on reviendra avec Olivier Guillot tout à l'heure. Ouais, j'ai été éjecté, pardonnez-moi, de la session. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'expliquais en fait qu'on permet donc d'établir des questionnaires, de les adresser automatiquement, de les dépouiller automatiquement pour derrière scorer les fournisseurs sur un angle multiconformité. Donc ça, c'est quand on se positionne sur la partie je cherche des fournisseurs, et puis également on permet de préparer des documents de conformité, de les expédier à la volée en fonction des demandes auprès des donneurs d'ordre. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un gros éditeur international de BI, il avait des problématiques de conformité où son cycle de décision a été prolongé de 12 semaines avec l'arrivée du RGPD. Eh bien, on a pu réduire ce délai à 4 semaines, puisqu'en fait, en bénéficiant de notre solution, cela lui permet de préparer ces éléments de conformité, d'y adapter les paramètres liés à son affaire en cours, et puis derrière d'expédier les documents, ce qui fait que les services Pardon, ça saute. Olivier, on ne vous entend plus. Bon. Olivier, on ne vous entend plus. Écoutez, je vous propose de passer avec Jérôme. Jérôme Verdiel, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ABCSR et nous éclairer sur plus en détail. J'ai fait vraiment un passage très très rapide sur l'impact de la supply chain autour du RSE. Bonjour à tous et merci pour ces échanges fort instructifs. Et merci bien sûr de m'avoir convié à cette table ronde. Est-ce que Julien, je peux vous demander de passer un premier slide me concernant, s'il vous plaît. Donc ABCSR que je dirige maintenant depuis un peu plus d'une année est une start-up, une fintech en fait, qui a une raison d'être. C'est vraiment d'embarquer l'ensemble des entreprises de type TPE-PME dans des actions de développement durable, social et solidaire. Pourquoi cette cible-là en particulier? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les groupes cotés, les grands comptes, comme on dit, ont des obligations réglementaires au niveau RSE, donc beaucoup de choses sont faites par eux, et très bien d'ailleurs. Mais qu'au niveau en dessous, c'est-à-dire au niveau de leurs fournisseurs, hein, des petites et moyennes entreprises, ça reste quand même un sujet qui est peu travaillé. La dernière stat connue, c'est qu'en France, hors société cotée, il n'y a que 2% des entreprises qui font des actions RSE de façon volontaire. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en font pas, mais voilà, de façon volontaire. Et on voit bien qu'il y a quand même là un champ des possibles qui est important. On peut s'interroger rapidement sur la raison pour laquelle ces entreprises n'ont pas encore pris cet axe-là. Souvent, c'est parce que ces dirigeants de petites et moyennes entreprises, et je parle là de la période hors Covid, hein, on en parlera après mais du Covid, mais voilà la RSE comme une contrainte. Donc, pourquoi ils la voient comme une contrainte? Parce qu'ils sont obligés par leurs donneurs d'ordre de remplir des questionnaires, des formulaires, des choses un peu complexes qu'ils ne maîtrisent pas. Et puis, ils se voient obligés de faire ces formulaires pour continuer à travailler avec ces donneurs d'ordre. Et ils n'en voient pas toujours l'intérêt. Ils trouvent que c'est plutôt chronophage qu'autre chose. Donc, partant de ce principe, nous, on a essayé parce qu'évidemment, on n'est pas d'accord avec ce constat. On pense que c'est pas une contrainte, mais qu'au contraire, c'est un enjeu énorme de compétitivité et de transformation des entreprises. Et que, comme l'a dit un des participants préalablement, le Covid va accélérer
formidablement toutes ces transformations. Alors là, dans un domaine de la supply chain, mais c'est vrai pour tous les domaines d'activité et pour tous les écosystèmes. Et donc, notre constat, c'était de dire comment pouvons-nous mettre au point une méthodologie, un système qui permette à ces petites et moyennes entreprises, à ces dirigeants, d'obtenir rapidement des indicateurs d'impact et une notation extra-financière qui sera opposable à des tiers, toutes leurs parties prenantes, sans que ça soit lourd, compliqué et cher pour eux. Voilà, c'était le principe de base. Donc, on a trouvé une solution, en fait, on vous en parlait, les données financières des entreprises, qui était une voie qui n'avait jamais été explorée jusqu'à maintenant. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous produisons donc des indicateurs d'impact environnementaux, socio-économiques, etc., à partir uniquement de ces données financières. Donc évidemment, ça n'exclut pas, cette approche quantitative n'exclut pas une approche qualitative dans un deuxième temps, dans un temps de progression, dans un temps de plan d'action qui vont suivre cet audit flash. Par contre, ça permet de monter cette première marche, vraiment de se jeter à l'eau, si je peux me permettre, et de façon volontaire et de façon aussi tout à fait pédagogique. Donc voilà, donc si on peut regarder la deuxième slide, Julien, concrètement, ça fonctionne comment? Donc nous avons une plateforme web en mode SaaS sur laquelle vont se connecter soit les entreprises en direct, soit nos partenaires. Et nos partenaires principaux sont les gens de la finance et de l'expertise comptable. Donc ça peut être des DAF. D'ailleurs, on était présent dans un très bon article de DAF Mag la semaine dernière qui parlait de tous ces sujets. Mais c'est beaucoup aussi les experts comptables qui ont la maîtrise évidemment de la relation avec leurs clients, la confiance de leurs clients et surtout la data. Donc concrètement, on leur demande de récupérer ce qu'on appelle le FEC, le fichier des écritures comptables, qui est un fichier qui est complètement disponible dans tous les logiciels de comptabilité, même les plus petits d'entre eux, et qui est une extraction en fait de tous les flux financiers de l'entreprise. Donc c'est un fichier, pour ceux qui ne connaissent pas, qui fait entre 14 et 18 colonnes et qui peut faire plusieurs milliers, voire centaines de milliers de lignes, et donc qui est très riche en termes d'informations. Et donc voilà, on récupère ces fichiers-là. Dans certains cas, parce qu'on a des offres qui sont séparées entre la TPE et la PME, parce que les flux financiers n'étant pas les mêmes, on peut aller sur des niveaux de granularité plus forts sur une PME. On récupère également des données financières complémentaires au FEC, des choses qu'on ne trouve pas dans le FEC, par exemple le résultat net, c'est un exemple, ou le niveau des dons. Et puis, on va faire, donc, une fois que ces informations sont déposées sur notre plateforme, on va générer, donc, à travers cette plateforme, ces indicateurs à travers donc un moteur de calcul et des algorithmes que nous avons développés et qui permettent de sortir des indicateurs alignés sur l'ISO 26000. On n'a pas beaucoup parlé d'ISO ce matin encore, mais je pense qu'on va en parler, mais l'ISO 26000 étant le référentiel mondial vraiment de la RSE. Donc le lien avec la supply chain, parce que ce que je vous ai dit là, c'est effectivement de façon globale et ça fonctionne pour toutes les entreprises. C'est que voilà, on sait que dans la supply chain il y a des grands donneurs d'ordre, mais aussi beaucoup d'acteurs de taille intermédiaire qui ont fait beaucoup d'efforts de productivité, on l'a dit, beaucoup d'efforts d'organisation et qui essayent parfois de rationaliser aussi les choses dans leur empreinte carbone, etc., mais qui ne mesurent pas ou qui n'ont pas les outils pour mesurer ça de façon rapide. Et c'est important, parce que vous savez tous comme moi que quand on ne mesure pas, on ne peut pas progresser. C'est un postulat de base. C'est aussi, je l'ai dit, pour la supply chain, un vecteur de compétitivité, parce que quand j'achète un produit, on a parlé de e-commerce, quand j'achète un produit, effectivement, je peux m'interroger en tant que consommateur d'où vient ce produit, s'il est low carboné, où est-ce qu'il a été produit, mais je m'interroge aussi, de plus en plus, sur la façon dont il va m'être livré, le dernier kilomètre, est-ce que c'est de façon effectivement écologique, et il y a beaucoup de sujets là-dessus avec votre ancien employeur, Julien, comment sont traités les collaborateurs dans les plateformes, etc., etc. Et ça a un impact effectivement sur la décision d'achat du consommateur final. Et ça, c'est des sujets de RSE. Quand on peut sortir des impacts, des indicateurs d'impact sur le partage de la création de valeur, sur effectivement l'égalité professionnelle homme-femme, choses très concrètes
qui sont rattachés à la RSE, on agit, on va bien là dans certes la compétitivité, mais au sens humain, RH, de l'entreprise et de la supply chain. Donc ces impacts d'image, que ce soit interne ou externe, sont très importants et aujourd'hui sont assez peu utilisés par les entreprises et pas très peu par les petites et moyennes, et pourtant ce sont des facteurs de marque employeur, ce sont des facteurs de fidélisation, de recrutement fort dans une activité aujourd'hui qui est très consommatrice de main-d'œuvre, et on le sait. Après, effectivement, on a aussi d'autres KPIs possibles qui peuvent se rattacher à la supply, notamment évidemment l'empreinte carbone, je dis le partage de la création de valeur, l'économie circulaire, la création de valeur locale, hein, où est-ce que effectivement je crée de la valeur, est-ce que c'est dans ma région, dans mon pays, international. Tout ça peut se mesurer, se calculer à partir de données financières, aussi peut-être bizarre que ça puisse paraître à certains, mais également la création d'emplois indirects. Je pense là aussi aux TPE, PME qui sont des structures de quelques dizaines, parfois moins de salariés, mais qui par leur niveau d'achat font travailler beaucoup de monde et ne le valorisent absolument pas. Et ça s'appelle l'emploi indirect. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'impacts qui sont évidemment pas forcément spécifiques à la supply chain, mais qui sont aussi valables pour ce système. Et que, une fois de plus, si on ne mesure pas ces impacts et si on n'a pas un outil de mesure simple, ben, c'est compliqué d'embarquer les gens dans une démarche de progression. Et nous, c'est ce que nous essayons de faire à notre niveau de start-up, bien évidemment. Merci beaucoup pour cet éclairage qui est en effet très intéressant. Comment simplifier le diagnostic et l'accès au diagnostic pour améliorer la performance RSE sur ses impacts directs et indirects. Et ça fait le lien avec ma prochaine question pour Georges. Jérôme nous a parlé à l'instant du coup de la localisation, de la création de valeur par l'implantation locale et la relocalisation. Et Georges, dans votre étude, vous avez du coup traité cette question. Quels sont les résultats de votre enquête sur cette relocalisation? Alors, effectivement, on a posé des questions encore plus précises sur le futur des chaînes d'approvisionnement pour les entreprises que nous avons interrogées. Je trouve que, évidemment, ce qui vient d'être dit sur la RSE, c'est aussi quelque chose qu'on a essayé de tester au niveau un peu plus macro, évidemment, dans notre enquête. On a des résultats sur, voilà, est-ce que les entreprises considèrent aujourd'hui le risque non seulement environnemental, mais de réputation qui peut avoir émergé de leurs fournisseurs ou de leur chaîne d'approvisionnement en général. C'est quelque chose qu'on voit. Bon, évidemment, on n'avait pas une étude précédente pour faire la comparaison dans ce cas précis, mais on voit quand même qu'il y a une part grandissante des entreprises qui dit, en tout cas, considérer ces enjeux. Évidemment, ça ne peut pas forcément dire une action concrète immédiate, mais c'est un enjeu qui prend de l'importance. Et c'est là où on s'est posé la question, voilà, ce qu'on entend souvent, c'est un peu une sorte de convergence entre les sujets de relocalisation et de sujets RSE, dans le sens où on va avoir beaucoup de discours politiques qui vont dire, voilà, l'idée c'est de relocaliser dans le pays d'origine, disons, de l'entreprise, créer des emplois, créer des emplois dans le pays d'origine, avoir en fait une RSE plus vertueuse grâce à cette relocalisation. Donc on a voulu s'interroger un peu sur les intentions réelles des entreprises. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas non plus un recours massif à la relocalisation dans les options considérées par les entreprises. Alors, en fait, c'est quand même une bonne nouvelle dans le sens où on n'a pas un total, disons, retour sur tout ce qui a été fait ces dernières années en termes de mondialisation, de diversification des risques, de réduction des coûts, d'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est pas la fin, disons, de la mondialisation, ce qui a quand même pu être dit beaucoup après cette pandémie. On n'est pas aujourd'hui sur vraiment détricoter tout ce qui a été construit depuis les années, disons, 80-90.
on a en fait des stratégies vraiment à multiples facettes, protéiformes, puisque seuls 10 à 15% des répondants envisagent la relocalisation comme solution. Donc ça, c'est le graphe qu'on peut voir à droite sur le slide. On a quand même une différence en fonction des pays. On se rend compte que les États-Unis et la France semblent être les pays où les entreprises sont les plus patriotes, entre guillemets, alors qu'en Italie, on voit qu'il y a très très peu de désir de relocaliser. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a voulu en savoir plus. On se rend compte qu'en fait, ces réponses donnent aussi un peu une meilleure vision de l'environnement réglementaire, de l'environnement politique, de politique publique et de l'environnement des affaires, tout simplement, dans chacun de ces pays. Donc l'Italie souffre aujourd'hui d'un problème d'attractivité auprès des entreprises, auprès même des entreprises italiennes elles-mêmes. Donc c'est intéressant de voir ça. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer en fait de cette enquête et de cette idée de stratégie future? C'est que les entreprises cherchent à trouver de nouveaux fournisseurs dans leur pays, plus qu'elles ne cherchent à se relocaliser vraiment, véritablement, toute leur chaîne de valeur, tout leur site de production dans leur pays d'origine. Alors, c'est à peu près logique puisque les coûts d'investissement d'une relocalisation totale sont bien supérieurs aux coûts d'un changement de fournisseur. Donc ça, c'est la première chose. On a à peu près une entreprise sur 5 qui voudraient trouver des fournisseurs dans leur pays, et c'est pour de multiples raisons. C'est pour des raisons de qualité, c'est aussi pour des raisons de RSE. Donc, bon, effectivement, ces raisons, dans notre sondage, elles n'arrivent pas en premier, elles n'arrivent pas en tête, mais elles sont quand même considérées par les entreprises. Les raisons qui arrivent en tête, c'est véritablement des raisons un peu standards d'optimisation des coûts et surtout de meilleure qualité. Donc, on a 10 à 15% pour la relocalisation, on a un peu plus pour le changement de pays de ses propres fournisseurs. On a essayé aussi d'estimer à partir des résultats, donc on est allé regarder pour chaque pays quels sont les pays qui avaient été choisis en fait pour relocaliser les sites de production par nos différentes entreprises interrogées. Et en fait, on se rend compte que 30% des entreprises tout de même envisagent de rapprocher leur site de production de leur pays d'origine. Donc c'est pas du reshoring, mais c'est du nearshoring, disons. Donc c'est vraiment rapprocher du pays d'origine sans pour autant ramener toute la production à la maison. Donc 1 sur 3, c'est quand même non négligeable, mais on a aussi une diversification. Donc c'est pour ça que je parlais de stratégie protéiforme. On n'a pas une mondialisation un peu linéaire comme on a pu l'avoir au niveau macro dans les années 90 et 2000, où chaque entreprise allait vers la diversification maximale, vers l'optimisation des coûts, et puis voilà, parce que la logique économique était telle que on allait vers ce genre de stratégie. Aujourd'hui, les répondants sont quand même beaucoup plus partagés. Donc on a cette idée de nearshoring, on a cette idée de reshoring, mais on a aussi le fournisseur chinois, quand on regarde dans notre sondage, dans notre enquête, est quand même encore assez populaire. Et on a une diversification qui est aussi mentionnée, puisque les entreprises sont toujours à la recherche des sites de production d'une rentabilité plutôt optimisée, de solutions de production alternatives, puisqu'elles viennent de vivre un choc sans précédent. Donc il y a aussi les logiques économiques plus traditionnelles qui reprennent le dessus, surtout dans un contexte assez d'après-crise, et puisque l'amélioration des marges est en fait la réponse la plus populaire dans les justifications quand on demande aux entreprises mais pourquoi vous allez chercher de nouveaux fournisseurs, et quand on leur demande pourquoi vous allez changer votre type de production, les raisons sont aussi assez diversifiées, mais on a toujours des raisons comme améliorer la qualité des fournisseurs, augmenter le chiffre d'affaires et les marges en réduisant les délais, en ayant une meilleure gestion des stocks. Donc, certes, on a des tendances un peu nouvelles qui émergent, qui sont liées notamment à la RSE, mais qui sont aussi liées à des volontés politiques, comme les volontés de relocalisation, mais elles ne sont pas encore, premièrement, majoritaires, et deuxièmement, les logiques économiques plus traditionnelles sont bel et bien présentes, et c'est ce qu'on voit dans notre enquête. Donc en fait, on ne s'attend pas à un mouvement de démondialisation, disons, ou un retour au début des années 2000 à une mondialisation un peu plus linéaire, mais on voit cette multiplicité des options sur le court et sur le moyen, disons, et long terme. Donc quelques relocalisations ne sont pas à exclure. Évidemment, ça dépendra des incitations qui sont mises en place, puisqu'il n'y a pas une logique économique à relocaliser forcément tous les secteurs.
on a plus de détails évidemment sur ça dans notre étude. Et on va avoir donc des facettes multiples avec des problématiques traditionnelles comme les coûts de production, la qualité, le transport qui continue quand même d'être au cœur des décisions, en coexistant avec ces nouvelles problématiques qui émergent, comme le potentiel raccourcissement ou en tout cas une surveillance bien accrue, une surveillance accrue des chaînes les moins respectueuses de critères RSE par exemple. Donc voilà, pas de recours massif à la relocalisation selon notre enquête, mais une stratégie vraiment à facettes multiples où les logiques économiques plus traditionnelles commencent à coexister avec des logiques nouvelles, notamment, comme Jérôme l'a dit, qui ont été accélérées un peu par la crise Covid-19. C'est des informations et c'est un éclairage extrêmement précieux et très important. Je pense d'ailleurs que là-dessus, Rémi pourra réagir sur pas forcément une relocalisation, mais un rapprochement de la localisation et l'impact du rapprochement de cette localisation sur la capacité à piloter le supply chain. Et surtout, en fait, Rémi, vous nous avez présenté du coup les enjeux, les nouveaux enjeux autour de la supply chain. Est-ce que vous pouvez détailler du coup tout ce qui est autour des leviers d'amélioration, de la planification, vu que c'est de ça qu'on est en train de parler, en changeant les réseaux d'approvisionnement, en changeant la localisation des fournisseurs et en trouvant un meilleur équilibre entre coûts d'achat. Comment est-ce que vous voyez l'impact sur cette planification? Oui, merci Julien. Alors oui, en fait, dans un sens, je dirais que ça a commencé avec la globalisation, hein. L'extension de ces supply chains deviennent plus complexes à gérer. Alors, on a des outils numériques beaucoup plus puissants. Et je dirais même personnellement, en dehors de l'association, je travaille chez un éditeur de logiciels. On a des capacités de visibilité, des capacités d'aide à la décision, des capacités de faire des scénarios. On a l'intelligence artificielle, on a le RFID, on a les blockchains. Tout ça, ça apporte beaucoup de visibilité. Mais pour prendre les bonnes décisions, la technologie, c'est pas suffisant, hein. Je dis souvent, je prends le paradigme vous donnez une tronçonneuse à un bon bûcheron, il va couper plus d'arbres, mais un mauvais bûcheron, il va couper les mauvais arbres, pire, il va se blesser. Donc, il faut aussi, et je reviens sur ce que j'ai déjà dit, il faut meilleure intuition, meilleure collaboration. Aujourd'hui, quand on va prendre des décisions supply chain, c'est des compromis à prendre. Il faut absolument maintenant que le directeur financier s'implique aussi dans ces processus SNOP. Parce que les décisions entre, par exemple, mode de transport, est-ce que je vais utiliser un transport long et bon marché ou un transport court et cher? Ça va avoir un impact sur les stocks en transfert, ça va avoir un impact sur le service, ça va avoir un impact sur les délais de livraison. Et si on ne sait pas équilibrer rapidement, comprendre l'influence de chacun de ces facteurs et les équilibrer rapidement dans le processus de décision. Donc, il faut bien structurer ce processus de décision, rassembler les informations et pouvoir examiner rapidement les différentes options. C'est un défi énorme, en fait, parce que les gens ont de moins en moins de temps à consacrer leurs décisions. Les managers sont de plus en plus occupés. Ils sont bombardés d'emails, de tableaux, de KPI. Et donc, ça me ramène aussi, derrière ces process, c'est choisir les bons KPI, les bons indicateurs de performance. Derrière la théorie demand-driven dont je vous ai parlé, ça prend ses racines dans une théorie très intéressante qui s'appelle la théorie des contraintes. Et qui met en évidence, par exemple, et je pense que les financiers vont se reconnaître tout de suite, hein, il y a un KPI qui peut être extrêmement dangereux, c'est le coût unitaire, par exemple. Si on dit aux gens, vous devez optimiser le coût unitaire, ça peut mener à des très mauvaises décisions. Parce que on va peut-être intégrer dans ce coût unitaire, dans ce prix de revient, des coûts fixes qu'on va diviser par les volumes. Et moi, j'ai même vu des exemples où on avait donc, dans une usine, on mesurait la performance de l'usine à deux facteurs, le coût unitaire par tonne, donc c'est une usine qui produisait
produits style ciment, donc c'est des produits où il y a beaucoup de capital investi dans l'usine. Donc le coût est essentiellement ce coût de ce capital. Donc plus on produisait, plus on baissait le coût unitaire. Mais après, le deuxième critère, c'était le fonds de roulement, c'est-à-dire c'est le stock. Donc en fait, suivant que pendant l'année on se disait tiens, on est encore en dessous on a encore de la marge sur les stocks, bah, je vais produire comme ça va, je vais rester encore dans ma limite de stock, mais je vais améliorer mon coût unitaire. Je vais améliorer mon prix de revient, mais c'est assez artificiel. Donc s'il n'y a pas un accord entre les équipes pour comprendre les différents facteurs et surtout définir des indicateurs de performance qui tiennent bien compte de tous ces équilibres et qui ne poussent pas les gens les uns contre les autres, je pense que c'est assez fondamental d'aborder ces aspects. Tout à fait, merci. Et c'est bien le sujet de la supply et l'optimum global n'étant pas la somme des optimums locaux, comment on arrive à faire travailler tout le monde ensemble. Et je pense que c'est du coup sur la prochaine question pour Jérôme. En quoi finalement cette prise de conscience sur la RSE peut changer ces points de fonctionnement autour de la supply? Pourquoi est-ce que c'est le moment et pourquoi est-ce que le RSE va nous permettre de faire évoluer nos supplies? Bon, c'est une question tellement vaste que effectivement, il faudrait certainement des heures pour y répondre complètement, mais en tout cas, on peut donner quelques éléments contextuels. Bon, après, il y a un premier élément, on en est tous d'accord, c'est que, alors moi, je ne crois pas trop au monde d'après, tout ça, enfin, c'est un peu incantatoire, mais en tout cas, on est d'accord qu'il y a une accélération d'une prise de conscience et qui n'est pas réglementaire. On me pose souvent la question, tiens, est-ce que c'est parce que l'État va mettre des normes ou des règlements supplémentaires que les choses vont avancer? Moi, je pense que politiquement, non, parce que c'est très difficile aujourd'hui de rajouter des normes à des structures économiques qui sont déjà fragilisées, et ça ne serait pas une bonne idée. Par contre, la modification va venir du marché. C'est-à-dire va venir des acteurs économiques entre eux. Alors, on a parlé tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du e-commerce et du B2C, de l'acheteur lambda qui, quand il achète son produit, réfléchit un peu plus bien sûr à la provenance, mais même à la façon dont il est livré, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un monde qui doit changer, évoluer en tout cas, entre les acteurs économiques B2B, et notamment vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Alors, je fais partie d'aucun syndicat des petites et moyennes entreprises, je le dis tout de suite, mais effectivement, ce sont quand même des structures qui vivent sous une pression constante et qui font vivre l'économie du pays. Enfin, je veux dire, clairement, elles sont indispensables à l'économie et elles sont contributives, au sens RSE du terme, au financement finalement de notre économie. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas de relocalisation, on a parlé aussi d'achat responsable, mais moi je dirais surtout de comportement responsable. Et par exemple, si on parle du délai de paiement, il y a encore trop aujourd'hui, et ça c'est un indicateur qu'on va bientôt rajouter d'ailleurs à notre série d'indicateurs, une trentaine d'indicateurs aujourd'hui, le délai de paiement est encore trop un sujet qui et pas géré de façon faire. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'il y a des entreprises qui sont en instance de mort cérébrale parce que voilà, elles ont trop d'argent dehors et je pense que dans la supply, il y a quelques exemples là-dessus qui sont assez parlants. Mais aussi l'équilibre de fonctionnement entre le prix d'achat d'un service, comme vous l'avez dit tout à l'heure, versus le prix réel de ce service. Et la qualité recherchée dans ce service, mais également le coût de transport avec peut-être aujourd'hui peut-être une capacité à payer bizarrement le transport un peu plus cher s'il est un peu plus vert par exemple, ou s'il est un peu plus responsable, ou s'il est un peu plus inclusif aussi, socialement ou sociétalement parlant. Mais tout ça, ça ne peut fonctionner d'abord que si on change des habitudes peut-être historique. Et deuxièmement, si on communique là-dessus et qu'on a des gains partagés, parce que le gain ne peut pas être que pour la TPE-PME, il doit être aussi pour le donneur d'ordre. Et là, le gain, il sera plutôt en termes d'image, il sera en termes de responsabilité sociale
et environnementale. Il sera en termes aussi de sens au travail de ses propres collaborateurs dans sa structure. 80% aujourd'hui des salariés disent qu'ils attendent que leur entreprise leur prouve, c'est pas juste une communication, le sens de leur travail. C'est juste énorme. Et ça touchera tout le monde, y compris évidemment la supply chain. Il n'y a pas de raison que ça ne touche pas ça. Donc effectivement, peut-être qu'on doit passer d'une approche un peu moins coercitive, un peu moins dure, à une approche qui sans être des bisounours, soit plus responsable et plus inclusive. Avec si on ne le fait pas, parce que c'est ça en fait, c'est quel est le risque si on ne le fait pas, quel est le risque s'il n'y a pas cette transformation, des acteurs qui risquent petit à petit de se faire exclure d'appels d'offres privés, publics, des acteurs qui risquent de perdre des financements. Aujourd'hui, et je rejoins le participant qui parlait d'inclure également l'EDAF, enfin le service financier dans ces décisions. Aujourd'hui, on sait tous que les investisseurs regardent la valeur extra-financière d'une société. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. Les VC, les fonds d'investissement, les banques commencent à regarder ça très très près et notamment certaines banques commencent même à proposer des prêts d'investissement ou en tout cas des prêts qui permettent à l'entreprise de se développer, bonifiée si elle est capable de prouver qu'elle fait des actions volontaristes RSE. Bon, donc on voit bien que petit à petit, on risque de se couper de tout un tas d'inputs positifs si on ne rentre pas dans cette démarche et si on ne repense pas en fait son modèle et la relation qu'on peut avoir dans la chaîne globale d'achat de services telle qu'elle est aujourd'hui. Donc moi, je ne suis pas trop pour les menaces. Je pense que c'est dommage d'agir sous menace, sous contrainte. On agit mieux quand on prend conscience de tout ça. Une fois de plus, je reviens à la mesure. Et donc, la mesure, elle se doit d'être permanente. Elle aidera aussi à la décision. On parlait de décision tout à l'heure. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne prend pas assez de décisions avec ces indicateurs RSE, en incluant en tout cas ces indicateurs RSE. Et il nous semble qu'une bonne façon de prendre des décisions sur des éléments tangibles et auditables, c'est aussi de partir de données financières. Ce n'est pas un retour au premier plan de la finance, mais c'est juste de dire que les données financières, elles sont vérifiées, même dans certains cas, par des auditeurs externes, par des commissaires aux comptes. Et donc, elles ont une certaine, je dirais, impact positif aussi. Et ça remet la finance un peu au centre je dirais, des décisions et non pas simplement dans une finance de réduction de coûts, mais dans une finance plutôt positive et qui va permettre de se projeter dans une transformation d'entreprise. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Pour finir, une dernière question à Olivier Guillot, en espérant que sa connexion se soit rétablie. Enfin, il est connecté, donc il y a eu un problème de connexion. Vous avez évoqué du coup l'évolution de la conformité et de ce cadre réglementaire. Comment faire vivre l'évolution de ce cadre réglementaire qui va contraindre et qui va alourdir par rapport à notre besoin d'évolutivité, de changement dynamique dans ces supply chains? Merci. Oui, donc une approche pourrait être déjà de faire un état des lieux des solutions existantes dans les organisations et d'essayer de mener des projets de concordance en fait de ces utilisations, de telle manière qu'on puisse identifier les points communs entre ces réglementations et puis mutualiser les points de contrôle et les actions de conformité. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui Il y a encore un problème de connexion d'Olivier. Olivier, je pense qu'il vaudrait mieux couper votre caméra.
Je pense qu'on rebasculera tout à l'heure avec Olivier quand il aura réussi à se reconnecter. Pour le moment, est-ce que vous avez… Ah, voilà Olivier. Olivier, est-ce que vous pouvez couper votre caméra? À la limite, ça chargera moins. Oui, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est ce que j'ai fait. On vous voit encore. C'est bon. Voilà. Oui. Oui, donc je disais, le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui sont déployées en termes de multiconformité au niveau des organisations. Et le vrai sujet, c'est d'ajouter une réflexion pour harmoniser les usages de ces solutions, mutualiser les points de contrôle et du coup les actions de remédiation. Et on le voit dans le cadre de la supply chain aujourd'hui. Finalement, la DSI va envoyer des questionnaires, le DPO va envoyer des questionnaires, le procurement va envoyer des questionnaires. Et en fait, on a déjà cette information qui est disponible dans l'organisation. Donc, en essayant de fusionner ces questionnaires et de connecter ces outils entre eux, on peut gagner beaucoup en efficacité. Merci beaucoup Olivier. C'est très clair. Merci pour vos participations. Je vais proposer maintenant qu'on bascule sur les questions. Via la plateforme, vous pouvez poser vos questions sur l'onglet questions. Je pense que ça sera le plus simple, ou alors dans le chat, comme je sais pas quelle est la pratique la plus simple. Clément, de Finance Innovation, vous préférez les questions dans le chat ou les questions dans les modes questions? C'est du pareil au même. Là, on peut écrire dans le chat, hein, n'hésitez pas, ça sera plus simple, on pourra les voir directement. Donc, si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez pas à les écrire dans le chat directement. Bon, sinon, je vais commencer avec une question. On a évoqué du coup ces relocalisations, on a évoqué le pilotage, les impacts complets des supply chains. On essaie en général assez fréquemment de calculer des impacts complets sur les supply chains, et il y a un impact qu'on a toujours du mal à comptabiliser ou qu'on a toujours du mal à prendre en compte ou à formaliser, c'est l'incertitude de la demande. Et du coup, c'est dans nos supply chains, c'est l'impact du retard, donc du délai entre la vision de la demande et la capacité à servir cette demande. Donc c'est, je pense, plutôt une question pour Rémi. Est-ce que vous pensez qu'on arrive bien à anticiper et qu'on arrive bien à prendre en compte dans les choix et dans les décisions dans cet éclairage transverse? Est-ce que vous pensez qu'on arrive bien à prendre en compte l'impact de la localisation sur ces gains complets? Alors, vous parlez d'anticipation de la demande. Quelque part, on a vu qu'on est dans un monde incertain, avec une demande incertaine qui évolue très vite. Et on a on a beaucoup de sourcing qui sont du sourcing lointain. Oui, tout à fait. Alors, oui, alors tout à fait. En fait, ça c'est un sujet qui est extrêmement important. En fait, c'est ce changement. On a beaucoup de modes de gestion aujourd'hui, de processus. Alors, on a parlé du SNOP, mais il y a aussi un processus qui s'appelle le MRP qui est en dessous, qui est un processus qui permet de calculer les besoins. Ces processus sont basés sur des paradigmes qui datent pour certains des années 70, où on était justement dans des modes effectivement avec des demandes très stables et des délais assez courts. Et ces processus se sont beaucoup dégradés ces dernières années à cause de la volatilité de la demande et de l'incapacité et ça crée beaucoup de stress
dans les équipes de planification. Hein. D'ailleurs, ça c'est peut-être un aspect RSE, c'est le stress qui est créé parce que les commandes varient tout le temps. Donc un jour on dit il faut commander tant, le lendemain on dit non, il faut commander tant, il faut commander tant. Donc c'est aussi l'évolution de ces processus pour les rendre plus résistants au changement, tout en étant suffisamment lean. Mais c'était aussi un problème des approches lean d'ailleurs. Hein. Les approches trop just-in-time, on s'est aperçu aussi qu'elles ont eu des gros problèmes ces dernières années, et particulièrement avec la crise, parce que elles sont tellement bien synchronisées que dès qu'un domino tombe, tout s'effondre. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la capacité d'introduire des buffers pour absorber les variations. Et c'est assez lié aussi au processus de prévision, qui est très important, le processus de prévision des ventes. Hein. On est aussi allé dans une course à la prévision de plus en plus précise et plus détaillée, en embarquant l'intelligence artificielle, beaucoup de choses. Ça a des intérêts, mais ça a des limites aussi, parce que de toute façon, il y a une limite à la précision qu'on peut avoir sur le futur, et il y a beaucoup de volatilité. Donc, c'est plutôt faire des prévisions à des niveaux un peu plus hauts, peut-être sur des familles de produits, des prévisions sur plus globales, qui vont servir plutôt à dimensionner ces buffers de protection pour concilier à la fois quelque chose de stable, de plus serein à gérer, tout en étant réactif. Ce qui paraît paradoxal, mais ce qui peut être faisable. Hein. Tout à fait. Le dimensionnement au plus juste et finalement, en fait, une demande agrégée peut être beaucoup plus lisible qu'une demande détaillée. Et quelque part, on rebascule sur le proverbe du prévisionniste qui est la somme des miettes ne fait pas la baguette. Donc, une prévision à un niveau trop détaillé, quand on la réagrège, on en a toujours trop ou pas assez, mais on peut être précis à la référence, mais on sera jamais au niveau du cadrage, au niveau de l'ambition. Peut-être est-ce qu'il y a vraiment pas de questions dans l'assistance? Ça semble clair, j'imagine, pour nos spectateurs. Ça semble clair, en effet. Georges, est-ce que vous avez d'autres apprentissages sur votre étude qui pourraient être intéressants de partager? Parce que l'étude est assez complète et là, finalement, on a vu que deux principaux points. Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages qui seraient intéressants de développer? Alors oui, il y a d'autres apprentissages qui sont… Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les apprentissages pays par pays. Alors, si je peux, par exemple, prendre l'exemple de la France, ce qu'on a constaté dans le cas français, donc on a aussi posé une question sur les risques majeurs perçus par les entreprises. Les risques sur la supply chain en général. Voilà, quels sont les risques les plus qui sont perçus comme les plus élevés pour les différentes entreprises. Alors, au niveau général, on avait souvent des risques comme une augmentation des coûts de production qui devraient être répercutés du coup. Mais au niveau des pays, c'est intéressant de voir qu'on a eu des réponses différentes, et notamment en France. Et c'est évidemment dû à quelque chose d'assez français et la structure des marges et voilà des marges françaises, des entreprises françaises. On a vu que le risque de faillite du supplier était quelque chose qui était beaucoup plus mentionné par les entreprises françaises. Mais de manière, on a fait des tests statistiques et de manière significativement plus élevée, en France, les entreprises se soucient plus du risque de faillite, de défaillance des entreprises qui sont dans leur supply chain et leurs fournisseurs. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant puisque ça met en lumière un problème assez français qui est le problème notamment des marges en France, des taux de marge qui sont moins élevés que chez les voisins européens, pardon. Et puis ces marges qui ont été encore plus grignotées par la crise Covid-19. Donc ça, je pense que c'est un point intéressant à mettre en lumière puisque ça a des implications évidemment politiques et ça a des implications sur le futur des transformations des chaînes d'approvisionnement, puisque il y aura peut-être des comportements un peu plus de hedging dans le cas des entreprises qui ont peur de ce genre de risque, donc une couverture du risque un peu plus forte,
peut-être justement moins de just-in-time, plus de restockage et de ce qu'on aurait pu croire qui est un peu moins efficient, disons, mais qui, après une période de crise ou en période de forte incertitude, est en fait le plus, voilà, le moins risqué et le plus, qui fait le plus sens pour les entreprises. Donc ça, c'est un message assez intéressant. Le dernier message dont je pourrais aussi peut-être parler, c'est donc on a parlé de ces relocalisations, mais on n'a pas vraiment. Donc, ce qu'on a essayé de voir aussi, c'était évidemment qui dit relocalisation, qui dit due diligence, RSE sur ses fournisseurs, qui dit même nearshoring. On voulait savoir quels pouvaient être les impacts sur justement les marges des entreprises et sur les prix. Et en fait, on s'est rendu compte que pour 83% des entreprises que nous avons interrogées, il allait évidemment avoir un impact, ou en tout cas, elles pensaient qu'il y allait avoir un impact perçu donc, sur leurs coûts. Voilà, ce genre de décision sur la supply chain allait avoir un impact sur leurs coûts. Et en fait, la moitié de ces 83% déclarent qu'elles seraient prêtes à augmenter leur prix pour faire face à ces coûts. Donc, évidemment, je suis en train de parler d'un risque inflationniste immédiat, mais c'est intéressant de savoir de se rendre compte que ce n'est pas juste une théorie économique qui dit que, évidemment, lorsque les coûts de production augmentent, ou les coûts de production en général augmentent, puisque on rapproche la production, ou on a un processus de due diligence plus marqué. Là, on voit que les entreprises le considèrent et que la moitié d'entre elles disent qu'elles ne pourront pas l'absorber par leur marge. Au contraire, elles devront augmenter les prix en bout de chaîne, donc pour le client final. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. En France, notamment, quand on pose la question aux entreprises, donc vous voulez augmenter vos prix, certes, mais est-ce que vous pensez que le consommateur est prêt à payer, est prêt à payer plus, que le client final est prêt à payer plus? Donc évidemment, ici, on n'a pas filtré entreprise B2C, B2B, donc c'est un raccourci que je fais, mais c'est intéressant de voir que le client final, en tout cas, les entreprises pensent que 3/4, les Françaises pensent que le 3/4 des clients finaux seraient prêts à payer plus pour ce genre de changement assez structurel dans la supply chain. Et on a essayé de rapprocher ça à des sondages qui avaient été faits, des sondages vraiment consommateurs par des instituts de sondage comme l'IFOP, par exemple, qui a été fait il y a 1 ou 2 ans. Et on a des chiffres qui sont à peu près cohérents. C'est-à-dire que les consommateurs français, en tout cas, se disent prêts à payer plus. À peu près 3/4 d'entre eux se disent prêts à payer plus pour des produits made in France, par exemple. Et donc, quand on a posé la même question du côté entreprise, est-ce que vous pensez, donc d'une part, est-ce que vous allez répercuter sur vos prix? Donc, on a vu que c'était à peu près 40% des entreprises qui disaient qu'elles le feraient. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que les consommateurs sont prêts à répondre à cette hausse de prix? On a eu à peu près la même part. On a 77%, il me semble, des entreprises qui disent que oui, en France, les consommateurs, pour un Made in France, pour une supply chain, entre guillemets, raccourcie et ou plus responsable, les consommateurs devraient être prêts à payer plus. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu en France. Je peux me permettre d'intervenir, Georges, par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on manque énormément d'éléments vraiment et d'enquêtes solides sur ce sujet. Donc, merci pour votre enquête. Et ce que vous venez de dire là, c'est la preuve tangible et factuelle de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le marché bouge et qu'en fait, ça vient des consommateurs et que l'entreprise va devoir courir un peu derrière et s'adapter. Donc, plus tôt elle en prend conscience et moins elle aura à courir et plus elle pourra, je dirais, rendre ce service, de nouveaux services à ses clients. Et c'est une très bonne nouvelle que je viens d'entendre. Donc, merci Georges pour cette information. Voilà. Et c'est très intéressant et très important, mais en fait, on a peut-être aussi une séparation encore plus marquée de style de marketing entrée de gamme à bas coût, avec des prix très tirés et peu de services et donc peu de RSE, et de l'autre côté, des segments marketing à plus forte valeur où le RSE va être nécessaire, va être un must-have, une figure imposée. On a 2 questions qui ont été posées. Monsieur Combe qui nous dit « Bonjour, vous l'avez dit, la supply est transverse, sa performance dépend donc a priori aussi de celle d'autres métiers dans l'entreprise. Comment peut-on au mieux réallouer à chaque métier contributeur
au niveau de services fournis, donc sa part de performance. Comment on peut du coup réallouer ou identifier la contribution de chaque métier dans cette performance globale, opérationnelle et RSE financière? Je peux peut-être répondre. J'allais dire en jouant, mais bon, c'est tout l'intérêt justement de ces jeux de simulation, c'est de mettre le doigt sur ce sujet. Dans le jeu de simulation, en fait, il y a 4 joueurs, un directeur vente, un directeur achat, un directeur opération et un directeur supply chain, ou alors il y a une variante avec un directeur financier quand on a variante code connection. En fait, chaque round, ça commence par aller regarder le bilan, c'est-à-dire le bilan financier et le compte d'exploitation, et d'identifier dans ce bilan, puisque le but du jeu, c'est d'améliorer le ROI, quels sont les points à améliorer, quels sont les problèmes à régler, et à les hiérarchiser, parce que ça, c'est aussi important dans cette prise de décision, c'est qu'on ne peut pas tout manipuler à la fois, donc il faut hiérarchiser les choses et de dire, eh ben voilà, on a un gros fonds de roulement, qu'est-ce qui contribue à ça? C'est les stocks, c'est les délais de paiement, ça peut être les incoterms, hein, par exemple, et je ne sais pas si il y a peut-être pas mal d'entreprises où peut-être que les gens des opérations ou les gens des ventes, ils savent pas lire un bilan, ils savent pas lire un compte d'exploitation. Et sans être des comptables, je pense que ça fait partie de la culture générale de savoir lire à ce niveau. Donc il y a une culture générale financière, il y a une culture générale supply chain réciproquement à développer. Après, effectivement, c'est pas toujours évident de disséquer l'indicateur de performance à tous les niveaux, mais on peut arriver à trouver des moyens, hein, et remplacer certains indicateurs de performance pour qu'ils soient qu'ils tiennent plus compte de l'impact global des décisions. Merci, c'est très clair. Une autre question de Monsieur Lancelot. Bonjour, quels ont été les impacts de la crise Covid-19 sur le business trade finance et comment les banques ont adressé ces impacts? Est-ce que quelqu'un sait répondre? Alors j'imagine que c'est une question qui est aussi dirigée au business de la RMS. Alors je préfère être honnête ici, je suis pas en ma qualité d'économiste dans le département des études économiques, je suis pas le plus à même à répondre à vos questions. On a pas mal de documentation sur les impacts de la crise et sur les dispositifs que la RMS a pris en collaboration avec le gouvernement français pour soutenir les entreprises pendant la crise et notamment sur le trade finance. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage et Julien a les contacts de mes collègues, je vous encourage à évidemment contacter mes collègues qui donneront un aperçu un peu plus business des impacts de cette crise. Mais je pense déjà que l'étude que vous avez produite est très très inspirante, très éclairante et donne des chiffres et des tendances fortes au regard de pratique, au regard du terrain, et du coup éclaire, donne une vraie richesse. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. Olivier Guillot, sur Smart Global Governance, est-ce que vous voyez, donc on a parlé de RSE, on parle de la partie conformité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque à un moment donné, par rapport à ce qu'on est en train de vivre et de se dire et par rapport aux tendances actuelles, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la RSE, ou en tout cas certains indicateurs RSE, deviennent une contrainte et plus une opportunité? Alors, c'est déjà vécu comme une contrainte par beaucoup d'organisations qui, en fait, justement, ne voient pas l'opportunité en termes de création de renforcement de la confiance auprès de leur écosystème. Donc pour beaucoup, nous, c'est ce qu'on observe, y compris dans des ETI ou des grands groupes. Et donc, probablement, le sujet, c'est
d'intégrer le RSE dans des objectifs de gouvernance en fait au service des objectifs stratégiques de l'entreprise et en faire en fait un avantage compétitif avec une communication claire sur ces objectifs et puis les résultats atteints dans la mise en œuvre. Ok, très très intéressant. Bon, ces éclairages sont très complémentaires et très très instructifs sur les contraintes, les opportunités, les besoins, les renforcements. Donc, on a vu la modification des modes de fonctionnement du sourcing, les volontés globales mondiales. Donc, d'évolution des zones de sourcing. On n'est pas sur un Big Bang, on va être sur une transformation progressive et un rapprochement progressif, une rationalisation progressive du mode d'approvisionnement, du sourcing et des modes de production. On a vu également la conformité comme la réactivité face à la conformité comme une opportunité pour des entreprises pour réagir rapidement et pour pouvoir se démarquer de leurs concurrents. Donc, c'est un facteur de différenciation. On a vu également tous les enjeux et tous les la criticité aujourd'hui de réussir à synchroniser les décisions entre les différentes parties prenantes de l'entreprise et en particulier entre la finance et la supply chain qui ont beaucoup à gagner à travailler encore plus ensemble. On voit que les décisions étant particulièrement complexes, on peut prendre de très mauvaises décisions en cherchant à améliorer ces indicateurs locaux. Et donc, comment vraiment redonner de la vision transverse à tout ça. Et on a vu également tous les impacts indirects, les opportunités et comment faire rentrer la RSE dans le fonctionnement des entreprises en préparation de cette séance avec Jérôme. Jérôme m'avait évoqué que une entreprise qui était en tout cas sensibilisée à la RSE et qui lançait une démarche RSE avec des actions RSE avait globalement une performance économique supérieure de l'ordre de 17 points, je crois. C'est ce qu'il disait. Donc le RSE n'est pas juste c'est aussi un des éléments de décloisonnement. C'est 13 points, mais ça c'est déjà beaucoup, Julien. 13 points. Voilà, 13 points, c'est déjà énorme. Le RSE oblige à décloisonner aussi encore les différents métiers de l'entreprise et du coup permet d'aller encore animer, se positionner différemment et mieux servir la demande et les clients. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon je propose de nous en arrêter là pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Finance Innovation pour l'organisation de cet événement, ainsi que tous les participants pour leur temps et pour la richesse des échanges que nous avons pu avoir en préparation. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci.